Ça a l'air de quoi les petits symptômes d'anxiété? Des choses là, qui y paraissent peu. Ça ne paraît pas. Comment on pourrait voir ça, d'après vous? Donc, si je vous pose la question, là, ce qu'on appelle sous-clinique et le niveau, là, celui-là ici, là. Ce petit-là, ces petites anxiétés-là ici, là, ça, là, c'est quoi ça? On le voit comment? Expliquez-moi comment on peut voir ça, parce qu'on ne peut pas rentrer une électrode dans le cerveau d'une personne, dans les amygdales d'une personne. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est voir la manifestation de l'anxiété. Je vous en donne quelques-uns. Le doute constant, les ruminations par rapport à des mêmes pensées, le fait de se remettre en question et le doute qui nous inhibe, qui nous garde vers l'arrière. Ça, c'est de l'anxiété. Procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard un défi qui va subtilement créer un peu d'anxiété dans l'instant présent. Il y a des procrastinations qui sont plus conscientes que d'autres, genre « Oh my God, j'ai pas le goût de faire ça, fait que je le ferai demain ». Oui, ça, c'est une manifestation consciente de l'anxiété et de la procrastination. Mais la plupart des éléments de procrastination arrivent plus non conscients. C'est plus non conscient que ça. C'est comme le cerveau, il fait juste nous distraire avec une autre tâche en parallèle. Puis, oh, je veux juste faire ça. Puis c'est comme ça. Comme ça. La procrastination, c'est pas une grosse affaire. Bon, ça y est, là, je vais remettre à demain. On dit pas ça. C'est pas ça. La vraie vie, c'est petit. Ouais, non, je veux juste faire ça. OK, ah, tiens, petit distracteur. Ah, je veux juste répondre à ça. Puis, ah oui, ben là, j'ai plus le temps. C'est petit. Le cerveau, il s'arrange pour aller ailleurs. Ça, c'est une manifestation de micro-anxiété. Résistance et sensibilité à la prise de risque. Plus tu entretiens de l'anxiété non consciente qui s'accumule dans ta vie, l'anxiété, elle ne va pas rester stable. Elle a tendance à augmenter avec le temps. Et là, tu as des pics comme ça dont j'ai parlé. OK? Donc, ça, c'est le niveau élevé. Mais tu as une base active ici. Tu as des braises qui font flamber ça là, de temps en temps. Tu n'as pas un pic d'anxiété qui sort de nulle part sans des processus non conscients qui bouillonnent en dessous de ça. Ce n'est pas possible. Okay? Ce n'est pas représentatif. Maintenant, plus tu maintiens des processus anxieux qui montent et qui descendent comme ça, avec le temps, tu as ce qu'on appelle une charge anxieuse qui s'additionne dans ton système de gestion des risques, priorités et de l'activation émotionnelle. Donc, ça a un impact, ça, avec le temps. Évidemment, si vous avez une propension au neuroticisme, comme moi, c'est sûr que vous avez une longueur d'avance pour être plus sujet à ça, versus une personne qui a un neuroticisme qui est plus faible. Peu importe, c'est le même mécanisme. L'anxiété dans le quotidien, c'est petit, c'est insidieux et ça ne paraît pas. Et c'est pire parce qu'on ne parle pas de ça. Donc, on focus sur l'anxiété à un niveau clinique, à un niveau énorme, alors que notre marge de manœuvre n'est pas là pantoute. C'est un symptôme qu'il y a quelque chose qui roule sans arrêt. Autre symptôme, la phobie de l'échec. Alors ça, là, c'en est un gros. Donc, il y a des gens qui ne vont pas le dire comme ça. Là, je le dis de même, le mot « échec ». C'est rare les gens qui disent « oui, je fais de l'anxiété de l'échec ». Les gens ne disent pas ça. Mais quand tu regardes le comportement, puis tu regardes la façon de gérer les défis et les charges anxieuses, il y a une peur de se plonger devant un futur qui pourrait amener vers la conscience d'un échec, ou le fait qu'on n'est pas capable finalement d'atteindre un standard qu'on s'était dit que oui, sûrement qu'on est capable de faire ça. Donc, pourquoi qu'on évite l'échec? Pourquoi l'anxiété est reliée à la phobie de l'échec? C'est qu'on est allergique à la rétrogradation et on est allergique à la déception de soi. Donc, plus tu es anxieux, plus il va y avoir des symptômes comme ça, de phobie de l'échec. Également, phobie de la déception, sensibilité à la nouveauté, parce que la nouveauté fait en sorte qu'on n'est pas en contrôle, et plus une personne est anxieuse, moins elle va vers la nouveauté, moins elle va vers le défi, moins elle va vers l'apprentissage, moins elle va vers de la prise de décision franche, déterminée. Elle reste vigilante et regarde ses options.
Ça, c'est un typique comportement sous-clinique, subtil d'activation anxieuse qui sont mal gérées, mais qui ont des conséquences désastreuses sur le comportement. Mais ça ne paraît pas. Personne ne peut dire « Ah, tu es en train d'éviter l'échec ». Ça ne paraît pas. Mais ce qui paraît, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves à 30, 40, 50, 60 ans, puis tu n'as plus de jus. Puis là, tu ne vas pas bien. Parce que ces processus-là ne se tassent pas avec le temps. Là. Ça augmente avec le temps, le cerveau se défend, il vise à prévenir encore plus les risques dans le futur, il est encore plus inquiet de ce qui va se passer dans le futur, et donc on est de plus en plus paralysé. L'anxiété qui roule comme ça brûle toute votre énergie. L'énergie qui est brûlée à nourrir ça, est-ce qu'elle est disponible pour d'autres choses? L'énergie, ce n'est pas infini. Donc, si vous voulez la manifestation de l'énergie où vous voulez, la première affaire, ce n'est pas de dire je veux plus d'énergie, c'est où est-ce que mon énergie s'en va? Ça, c'est une question que je vous suggère de répondre et ça, c'est mon angle principal ce soir. C'est correct, on veut plus d'énergie, mais il y en a de l'énergie, mais elle est brûlée par des processus qui roulent non-stop. Et ça ne paraît pas parce que vous êtes habitué de vivre ça. C'est la normalité, c'est ce qu'on appelle votre baseline. Mais le baseline ne représente pas votre potentiel. Ça représente le mode de fonctionnement habituel basé sur ce qu'on a appris. Ceci peut se changer.